Bonsoir, mes très chers. Comment vous portez-vous? Alors, vous me manquez réellement. Hein. Tout me manque, vos cris dans la cour me manquent, vos facéties me manquent. Eh bien, espérons une délivrance proche, Inch'Allah. Alors, qui est-il revenu ce soir? Bon, ce soir, nous allons décortiquer un texte, comme je vous l'avais dit. Et on a fait le tour un petit peu de tous les textes en corrélation avec la culture marocaine traditionnelle. On a vu le Msid, on a vu le Bémor. Aujourd'hui, on va découvrir un autre texte, toujours dans le sens de l'œuvre de Ahmed Sfioui, c'est-à-dire la culture marocaine traditionnelle. Bon, bien entendu, ça s'impose puisque le genre et le courant plutôt auquel appartient cette œuvre est le courant ethnographique. Bien, alors, vous n'êtes pas sans savoir que le jour de l'examen, vous allez avoir un texte extrait d'une des œuvres au programme. Bon, la première question, le texte se divise en deux rubriques. Vous avez le texte avec des questions de compréhension. Alors, plus le cheval de bataille, c'est-à-dire l'ogre que nous craignons tous, que vous craignez tous, la production écrite. Alors ce soir, je ne vais pas aborder la production écrite, je vais y consacrer une bonne séance de Masha'Allah. Et on va voir comment affronter ce n'est pas une activité, cette démarche, hein, parce que certains la considèrent comme une activité, or ce n'est pas une activité, c'est une démarche, c'est une construction. Nous allons voir en détail, Inch'Allah, demain, lors d'une nouvelle vidéo. Alors, le souci maintenant, le souci c'est garantir le maximum de points, ici. Le souci c'est de glaner le maximum de points, puisque nous jouons sur 10 points ici. Donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons nous ingénier pour avoir au maximum ne serait-ce que 8, 7, et c'est possible. Voire même les 10 points, pourquoi pas. Parce que la première question, c'est l'incontournable grille. Bon, ne me dites pas que vous n'êtes pas capable de remplir cette grille. Puis la situation du passage, vous arriverez toujours à situer le passage. Et les figures de style. Bon, les figures de style, je ne vous cache pas que on va focaliser sur les figures qui existent en grande quantité dans les œuvres. Savoir les 12 figures de style. Ça ne veut pas dire que ce sont les seules figures de style qui existent en langue française. La langue française est riche en figures de style, en non-diminueurs. Mais il y a des figures de style que vous ne rencontrerez jamais. Quand je parle de figures de style qui est synecdoque, l'hyperphalage, l'antonomase, le zeugme, l'épiphore, ce sont des figures de style que vous ne risquerez jamais de voir, de rencontrer, parce qu'elles sont très rares dans les œuvres. Bon, nous, on va focaliser sur les figures les plus fréquentes, à savoir l'hyperbole, comparaison, métaphore, personnification, périphrase, et j'en passe. D'ailleurs, nous allons consacrer une autre séance à ces figures de style, et je vais essayer d'extraire toutes les figures de style qui existent dans les œuvres. On va travailler là-dessus. Bien. Alors maintenant, le souci, c'est comprendre le texte avant d'affronter la production écrite. Oui, comprendre le texte. Le jour de l'examen. Le jour de l'examen, bon, souvent, vous êtes décontenancé, vous êtes désemparé, mais ça s'explique, c'est tout à fait logique, c'est humain. Vous êtes dans un nouvel environnement, vous êtes face à des profs que vous ne connaissez pas, devant un environnement qui vous est étranger, et puis toutes les précautions qui sont prises par les autorités pour mettre en place l'examen, tout ça décontenance, c'est vrai. Donc, vous, au début de l'épreuve, vous êtes légèrement décontenancé et désemparé. Alors, et vous avez une manie de vous attarder sur les mots difficiles. Alors ça, c'est à bannir. C'est à bannir, s'il vous plaît. Les mots difficiles, non, un mot extrait de son contexte n'a aucune valeur. Alors, comment va-t-on faire? Nous allons user d'une petite stratégie qui a fait ses preuves et qui a été mise en place par un fameux recteur, un grand pédagogue de l'époque romaine, c'est Quintilien. Qui est Quintilien?
Quintilien, c'est un rhéteur, un pédagogue et un grand avocat. Il a mis en place une technique qui permet de cerner un texte dans sa globalité. Parce que le jour de l'examen, en général, les apprenants s'attardent sur chaque mot et essayent de comprendre chaque mot, la signification de chaque mot. Et là, ils partent à la recherche du temps perdu. Donc, oubliez les mots séparément et concentrez-vous sur le texte dans sa globalité. Donc, le souci, comme je l'ai dit, je le répète, n'est pas de comprendre les mots séparément. Un mot hors contexte n'a aucune valeur. Un mot peut posséder plusieurs sens, c'est ce qu'on appelle la polysémie. Donc nous, on va essayer de cerner le texte dans sa globalité, comprendre le sens global du texte, et ce, à travers la fameuse grille du quintilien qu'on appelle aussi l'hexamètre quintilien. Hexamètre ou grille de quintilien. Alors, Quintilien, comme je l'ai dit, est un grand rhéteur et un grand avocat, et s'est consacré par la suite. Il a répudié sa vocation juridique et son métier d'avocat pour se consacrer à l'éloquence, à la rhétorique. Et là, ça me rappelle certaines choses rhétoriques. J'avais consacré une séance aux questions rhétoriques. Donc la rhétorique, je m'étais permis d'expliquer, de donner l'équivalent en langue arabe, comme je l'avais dit publiquement, c'était al-balara. Quintilien était un très grand orateur. Et par la suite, il a consacré sa vie à donner des cours de rhétorique aux enfants des familles riches. Bon, et c'est lui qui a mis en place ces techniques. En quoi consiste-t-elle? Alors, Quintilien précise que pour comprendre un texte, il faut le cerner à travers un hexamètre. Hexamètre. C'est-à-dire une grille. Alors cette grille, à travers cette grille, vous allez devoir poser quelques questions. Première question. Essayez de repérer les personnages du texte à travers la question qui. Donc qui? Les personnages. Deuxième question, où? Le lieu. Où les lieux? Le lieu ou les lieux. Parce qu'un texte peut se dérouler dans un lieu précis ou dans différents lieux. Peut-être d'Ashwafa, si Mohammed va sortir d'Ashwafa, il va se diriger vers les champs de son père, par la suite il va aller en Sicile, donc nous aurons différents lieux. Par la suite, quand? Posons la question quand? Les circonstances. De quoi? Ou quoi? Bien entendu, on pourra enrichir encore plus la grille, mais ce sont les questions généralement que l'on pourrait poser pour comprendre un texte. Et nous allons faire une petite application sur un texte de la boîte à merveille, et vous verrez de quoi je parle tout à l'heure. Donc, l'utilité de ces questions, c'est qu'elles me condamnent à rester dans un cadre précis. Je ne risque pas de m'égarer. Je ne risque pas de me perdre dans les dédales de la compréhension et de ma lecture. Donc, je réduis le texte à travers ces questions. Une fois que vous aurez répondu à ces questions et que vous aurez cerné le texte, et là, le texte s'éclairera et il prendra forme et vous pourrez facilement le comprendre. Abstraction en fait des mots difficiles. Donc, je vous renouvelle ce conseil. N'accordez pas d'importance aux mots difficiles. Hein? Vous risquez de perdre votre temps. Posez des questions et vous verrez que ça va vous permettre de comprendre facilement un texte que j'ai prévu ce soir. Bien.
donc vous avez certainement compris de quoi nous allons parler, et ce sera une fête religieuse. Le reportage est clair, nous allons partir en voyage au Maroc à travers la fête de Ashura qui est célébrée différemment d'une ville à l'autre. Alors à Casablanca, d'ailleurs à Ashura, pourquoi l'appelle-t-on ainsi? Parce que Ashura célèbre le 10e jour de Muharram. Et c'est une commémoration du meurtre commis à l'égard du petit-fils de notre prophète, Al-Hussein. Ashura est célébré en pompe à Casablanca. Ashura, c'est une fête religieuse et il n'y a pas une famille qui ne célèbre pas à Casablanca, je dis. Je ne sais pas ce qu'il y a dans les autres villes, mais j'ai le souvenir de cette fête qui est célébrée de cette manière. C'est-à-dire qu'on se recueille sur les tombes des proches. Le soir, on déguste un bon couscous à la viande boucanée, arrosé d'interminables verres de thé et accompagné de fruits secs. Et le lendemain, les enfants s'adonnent à cœur joie à leur caprice, aspersion d'eau, et le feu, aucune rue n'est épargnée, et on fait exploser des pétards, et puis c'est la joie chez les enfants, puisque ce jour-là, ils reçoivent des cadeaux. C'est en fait notre Noël. Et d'ailleurs, nous avons aussi notre Père Noël qui est Baba Achour. Et vous l'avez vu dans le reportage, c'est un personnage qui incarne un petit peu, qui s'assimile légèrement à Papa Noël, au Père Noël chez les chrétiens. Bien, alors le texte. Je vous enverrai le texte. Je vous enverrai l'oralisation du texte. C'est-à-dire, vous allez pouvoir l'écouter et le lire. Et nous allons essayer d'appliquer la grille de Quintilien sur le texte. Alors, la grille se présente comme suit. Où? Alors, là, je suis en train d'appliquer l'hexamètre de Quintilien sur le texte que je vais vous fournir. Où? Bien entendu, Dash Wafa. Pour être encore plus précis, c'est la terrasse de Dash Wafa, puisque Sidi Mohamed va se cacher dans la terrasse de Dash Wafa pour se livrer à ses jeux. Jouer avec les jouets que lui a acheté sa mère, et puis bien entendu s'amuser avec Zineb et le reste des enfants de Dash Wafa, avec les restes plutôt, et des membres de Dash Wafa. Alors les femmes, qui? C'est une fête qui concerne bien entendu plus les femmes que les hommes, puisque les femmes, alors qui c'est les femmes? Quand je dis les femmes, c'est les femmes de Wafa, vous les connaissez. Vous avez la Kenza, Yalla Zobila, Rahma, Fatima Bzibiya. Alors, c'est une fête où elles s'amusent comme des folles, elles s'achètent des instruments de musique traditionnels et pendant toute la soirée, elles se livrent à leur tintamarre. Quand la veille de Ashura, alors où, qui, quand, pourquoi, célébration de Ashura. Et voilà, vous avez réduit le texte. Là, vous avez plus de chances de le comprendre que en insistant sur les mots difficiles, sur et sur. Il en sera de même. Alors, cette technique, elle est valable pour les œuvres de première année ou pour les œuvres du baccalauréat libre. Elle est valable pour toutes les œuvres. Elle est valable pour tous les textes, finalement. Vous voulez comprendre un texte, vous le réduisez, vous utilisez plutôt la fameuse grille ou l'hexamètre de Quintilien, où vous avez des chances de le comprendre. Bien, maintenant nous allons passer aux questions. Questions sur le texte. Première question. Quelle fête se prépare-t-on à célébrer?
Deuxième question. Par quoi débute la célébration de cette fête? Que fait-on avant que n'arrive cette fête? Que fait-on? Comment? Quelles sont les activités? Qu'est-ce que font les femmes avant que Ashura ne se vienne? C'est-à-dire, que font ces femmes à Dar Shouafa? Et puis, quelle atmosphère règne à Dar Shouafa? C'est vrai qu'il y a une certaine effervescence. Donnez les détails de cette effervescence. Et quelle est l'occupation majeure des femmes la veille de Ashura? Puis, Sidi Mohammed est-il satisfait de son jouet? Malma Islam lui a offert un jouet. En est-il satisfait? Qu'est-ce qu'il lui montre? Et pourquoi la Zouila envoie-t-elle son fils jouer sur la terrasse? Elle lui demande de quitter la maison et de s'installer à la terrasse de la maison. Pourquoi? Qui est Hamoussa? Nous avons un personnage, un nouveau personnage qui apparaît. Il s'appelle Hamoussa. En fait, quel est son vrai nom d'ailleurs? Et pourquoi débarque-t-il chez Sidi Mohammed? Puis, relevez deux comparaisons. En fait, il y en a plusieurs, mais je vous demande d'en relever deux. Et vous allez devoir préciser l'outil, comparant et comparer. Bon. Il existe un oxymore aussi. Identifiez-le. Alors, comme je l'ai dit, vers la fin de la compréhension, vous avez deux petites questions, voire trois, qui se détachent un petit peu du texte et qui sollicitent un petit peu votre intelligence. Et ce sont des questions qui sont des préambules à la production écrite. Est-ce que vous approuvez, la question est, est-ce que vous approuvez la célébration de Ashura dans notre ville? Je parle de Casablanca. Parce qu'à Casablanca, les célébrations ont tendance un petit peu à prendre des ampleurs un peu dangereuses. On fait exploser des pétards, on asperge d'eau les passants, quelquefois même on leur jette des œufs, et puis. Donc, est-ce que vous approuvez cette célébration, cette manière de célébrer Ashura à Casablanca? Alors, vous répondez, vous m'envoyez vos productions, le fruit de votre travail, je le corrigerai comme d'habitude et je vous enverrai des remarques. Je ne vous mets pas de notes parce que ce que je fais, vous savez qu'on travaille à distance. Et prétendre travailler à distance et donner un cours efficace, c'est illusoire. C'est peut-être louable, mais c'est illusoire. Parce que ce qu'on fait maintenant, c'est uniquement ressusciter des souvenirs de ce que nous avons fait en classe. Et j'attends personnellement de reprendre les cours pour faire un petit peu le tour de toutes les difficultés qui ont émergé pendant ces cours à distance. Donc, sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne nuit. Je vous confie à Morphée et à demain pour une production écrite, Inch'Allah. Au revoir. Gloire à notre pays, gloire à notre roi, et à demain, Inch'Allah, pour une production écrite.